On a sans doute tous un peu de technologie Cotherm à notre domicile. Voilà encore une entreprise industrielle de la région qui équipe nos maisons ou nos appartements sans qu'on le sache vraiment. Dans votre chauffe-eau, par exemple, dans vos radiateurs électriques, il y a de fortes chances pour qu'il y ait des thermostats signés Cotherm. C'est le leader européen indépendant sur ce marché des thermostats électromécaniques et des dispositifs de régulation électronique de la température. Avec nous pour visiter cette entreprise, Jean-Pierre Sérigny, son PDG. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Cotherm, c'est un groupe familial. Vous êtes vous la 3e génération, c'est ça? Exactement. La société Cotherm a été créée en 1948 sur les quais de l'Isère à la Tronche par mon grand-père et puis a été dirigée par la suite par mon père qui en a assuré un part important du développement et puis j'en ai pris la succession en 2001. Alors on va revenir dans un instant sur l'histoire de Cotherm. Très concrètement avant cela, que fabrique Cotherm? Expliquez-nous. Alors Cotherm est un fabricant de thermostats. Nous donc fabriquons des appareils de régulation et de sécurité. On n'en parle pas assez souvent, mais il y a souvent adjoint au thermostat de la sécurité du dispositif qui le contrôle. Et nos clients sont principalement des fabricants de chauffe-eau électriques à accumulation en France et dans le monde. Donc c'est une petite pièce essentielle de ce qui compose un chauffe-eau. Exactement, c'est ce qu'on appelle un composant discret. Voilà, c'est un composant discret, mais qui est un composant important puisque c'est grâce au thermostat qu'on a de l'eau chaude sans se brûler et qu'en même temps, il n'y a pas trop d'eau chaude et qu'on ne risque pas un accident qui peut être dramatique dans un chauffe-eau, car l'eau qui rentrerait en pression ferait exploser le chauffe-eau et tout ce qui est autour. Des thermostats, il y en a beaucoup qui sortent de vos usines chaque année, 8 millions, c'est ça ? Nous fabriquons 8 millions de thermostats, 80% c'est effectivement pour les chauffe-eau électriques, mais on a aussi une activité pour les radiateurs électriques, qui est notre deuxième secteur d'activité. Et au fil des années, on a su aussi développer des marchés un peu annexes, ce qu'on appelle des marchés de niche. Et on trouve aussi nos thermostats dans des saunas, dans des machines à café, dans des chaudières, et puis dans des appareils de grande cuisine aussi. C'est une part du chiffre d'affaires qui tend à se développer, que vous souhaitez développer? Qui se développe régulièrement, mais qui est un marché intéressant parce que ça nous ouvre un petit peu des perspectives différentes. Et on a une démarche commerciale qui est assez dynamique sur ces marchés de niche. 80% de la production est destinée à l'export? Oui, tout à fait. Cotherm est un gros exportateur. C'est bien pour notre balance commerciale, ça? Je pense que là, on pourrait avoir une médaille. Si elle existait, en tout cas, je pense qu'on est des candidats tout à fait même de la recevoir. Effectivement, c'est 80% à l'export. Et l'exportation est dans les gènes de l'entreprise, puisqu'on a commencé à exporter quasiment une dizaine d'années après sa création. Et assez loin, puisqu'un des premiers pays à l'exportation avec lesquels nous avons travaillé est l'Inde. Je dirais même les Indes, on disait à l'époque peut-être. Ça se fait dans ce sens-là finalement, c'est l'Inde qui importe nos thermostats. Exactement, nous avons beaucoup travaillé avec l'Inde au début et puis la Grande-Bretagne. Donc c'est deuxième médaille là parce que. Deuxième médaille, tout à fait. Bon, plusieurs spécialités finalement pour créer des thermostats, ça semble simple quand on le dit comme ça, mais finalement il y a quoi? Il y a de la plasturgie, il y a le travail du métal, il y a. Effectivement, alors tous les visiteurs qui viennent pour la première fois visiter notre usine sont surpris de voir tous les métiers que nous devons maîtriser pour arriver à faire un petit thermostat vendu pas cher, pas assez cher. J'en profite pour passer le message. C'est pas cher du tout. Et donc beaucoup de effectivement de métiers différents. Il y a de la plasturgie, il y a de la découpe de métaux, il y a de la soudure, il y a du tirage au vide, il y a bien évidemment de l'assemblage, de l'étalonnage, du contrôle. Donc beaucoup d'opérations différentes et un vrai savoir-faire. Alors on va découvrir tout ça. Cotherm emploie 500 personnes. On découvre tout de suite votre activité avec ce reportage signé Olivier Escalon. Cotherm, un nom méconnu du grand public. Pourtant, nous avons dans notre département le leader européen du thermostat pour chauffe-eau électrique. Une PME de 500 employés répartie dans 4 pays qui réalisait en 2012 un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. Le siège se trouve à Vinay, sur près de 4500 mètres carrés couverts. 180 personnes y participent à toutes les étapes de la réalisation et de la commercialisation d'un thermostat. Mais au fait, à quoi ça sert un thermostat? Ce sont des appareils de régulation qui sont utilisés dans des chauffe-eau ou du chauffage électrique ou des applications industrielles et qui permettent d'ajuster une température plus ou moins élevée, suivant les besoins de l'application. Le thermostat pour chauffe-eau électrique représente 80% de l'activité de l'entreprise. Arrive ensuite le thermostat pour chauffage électrique avec 10% et divers marchés de niche qui forment les derniers 10%. À l'échelle du groupe, 8 millions de thermostats sont produits par an.
Donc, le thermostat est un produit de précision et de sécurité que nous fabriquons en grande quantité. Pour fabriquer ces appareils, nous avons besoin de beaucoup de moyens matériels et beaucoup de moyens humains, donc des gens qui sont formés pour ce produit, qui sont très consciencieux. La qualité de nos produits est assurée par plusieurs étapes de contrôle qualité, de la réception des composants jusqu'à la livraison du produit fini. La sécurité est le maître mot de l'entreprise. Si elle était défaillante, voilà ce qui pourrait arriver au chauffe-eau en surchauffe. La fabrication de thermostats nécessite des savoir-faire variés. Plasturgie, découpe de métaux, soudure, assemblage, tirage au vide et bien sûr contrôle. La production s'effectue sur 2 sites distincts. Le site de Vinay est destiné à faire les petites séries et les produits à forte valeur ajoutée. Le deuxième se trouve en Tunisie et permet de réaliser les séries à gros volume. 80% de la production est destinée à l'international et 95% est spécifique à chaque client. Un tel modèle économique ne va pas sans des contraintes logistiques importantes. Nous sommes amenés à utiliser un certain nombre de fournisseurs, dont une bonne partie à l'international. Dès le début des approvisionnements, nous sommes tournés à l'international. Puis ensuite, en interne, nous utilisons aujourd'hui 2 sites de fabrication, dont un en Tunisie, ce qui nécessite des flux logistiques à l'international, à l'intérieur du groupe. Et ensuite, même à la distribution, nous utilisons aujourd'hui 2 filiales de distribution, l'une en Angleterre et l'autre aux États-Unis. Pour résumer, nous sommes aujourd'hui une PME avec des problématiques de grands groupes. L'entreprise fournit une 50aine de pays répartis sur 6 continents. Elle se place comme l'un des leaders mondiaux avec 30% de part de marché. 30% de part de marché dans le monde, dans 50-60 pays. Hein. L'objectif, c'est quoi? Où est la concurrence d'ailleurs sur un marché comme ça? Alors la concurrence, on a un concurrent important en Europe, qui est un concurrent italien qui fait partie d'un groupe lui-même qui fabrique des chauffe-eau électriques, qui est le groupe Ariston, qui est donc pas indépendant de définition, puisqu'il a lui-même dans son groupe un fabricant. Et après, on retrouve des PME européennes et puis d'autres entreprises asiatiques ou d'Amérique latine. Un groupe de 500 salariés, 180 ici à Vinay, on le disait. Et on entendait dans le reportage une PME qui a des contraintes de grands groupes. On a des contraintes de grands groupes, effectivement, puisqu'on est, vous l'avez dit, on est exportateur de manière importante. Donc l'exportation, même si c'est intéressant et ça apporte beaucoup de joie, c'est aussi parfois des difficultés qu'on n'a pas nécessairement sur un marché français. Donc l'exportation, des implantations, on l'a dit dans le reportage, donc 3 implantations à l'étranger, une concurrence internationale, des problématiques de management aussi qui sont liées aux différentes cultures. Donc vraiment des problématiques de grands groupes et avec une structure qui reste une structure de PME. Cette spécialité de gros exportateurs, vous l'avez organisée comment concrètement? Vous avez une filiale en Angleterre, aux États-Unis, je crois, c'est ça? Je dirais qu'on l'a organisée comme tout ce qu'on a fait pratiquement de manière pragmatique. C'est-à-dire qu'en fonction des marchés et des besoins de nos clients, on a soit effectivement fait des implantations, c'est le cas des États-Unis. Par exemple, aux États-Unis, pour nos clients américains, c'est compliqué, tout simplement, je me tourne vers les banquiers, mais de faire des virements internationaux, ça peut sembler hallucinant, mais il y a 10 ou 15 ans, c'était compliqué pour un client américain qui était au fin fond du Tennessee de faire un virement en France. Et donc, il a fallu faire une implantation pour pouvoir faire de la facturation à partir des États-Unis. Puis ensuite, on a commencé à faire du stockage, de la distribution, ce qui a permis d'augmenter notre chiffre d'affaires sur les États-Unis. Dans d'autres pays où les problématiques étaient différentes et des marchés un peu moins importants, on travaille avec des agents commerciaux qui travaillent avec nos clients potentiels, qui vendent d'autres produits. Et c'est des agents qui sont rémunérés à la commission. Et qui sont multicartes. Qui sont multicartes. Et puis la Grande-Bretagne, où on a une implantation depuis 1986. Et là, c'est une problématique encore différente, puisque nos amis anglais sont toujours un peu différents. Et donc les produits pour le marché anglais étaient des produits différents que ce qu'on avait sur le continent. Donc là, on avait commencé par une production d'un produit spécifique. Après, les choses ont évolué, mais c'était l'objectif d'origine. Alors Coterm, c'est une entreprise familiale, on le disait. Aujourd'hui, vous détenez combien de pourcents du capital? Un peu plus de 35%. 35%. Les cadres dirigeants de l'entreprise possèdent une partie du capital? Oui, tout à fait. Ça a été une volonté lors de l'opération qui a été réalisée l'an dernier au mois d'octobre. Je crois beaucoup qu'une entreprise ne peut marcher que si elle a une bonne équipe. Et une bonne équipe doit être motivée, elle doit être impliquée. Et je pense que c'est un outil pour moi important de motivation des cadres de l'entreprise pour l'aider à se développer. Vous évoquez la levée de fonds qui a eu lieu à l'automne dernier. Elle était destinée à quoi? Eh bien en fait,
petit historique rapide, effectivement Coterm a été purement familial jusqu'en 2001. 2001, on a fait une opération de LBO qui était une opération financière et plus il y a des problématiques, je dirais, de familiales et de recomposition du capital. 2006, on a intéressé un grand groupe régional qui est le groupe Somfy. Donc je dirais que ça a été pour nous une grande satisfaction. Géant de l'automatisme. Hein, ouais. Géant de l'automatisme, effectivement, les moteurs pour voler roulant. Et donc qui a trouvé en Coterm une entreprise qui les intéressait de par son leadership sur son marché. On a fait un bout de chemin ensemble jusqu'en 2012, qui nous a permis à nous de nous poser les bonnes questions, de travailler à notre stratégie, notre positionnement sur le marché. Et puis 2012, il nous a semblé qu'effectivement cette période avait un peu vécu et que Somfy devait redonner à Coterm toute sa liberté et pouvoir permettre effectivement à des cadres de participer à cette nouvelle étape de l'entreprise. Donc deuxième LBO, hein, c'est ça, 2011, il y en a eu un en... 2006, donc effectivement, Somfy est rentré au capital en 2006 de manière majoritaire. On est sorti en 2012 en gardant quand même quelques pourcents de capital parce que je crois qu'ils nous aiment bien. Et puis ils ont envie de continuer à voir comment l'entreprise prospère. Et puis en plus, on peut faire appel à eux de temps en temps, ce qui est toujours sympathique. LBO, Leverage Buy Out. Stéphanie, oui. Petit rappel. Petit rappel, le LBO, c'est une petite interro écrite pour vous, attention. C'est une technique qui permet à une entreprise d'en racheter une autre ou de recomposer le capital aussi. Tout à l'heure, vous parliez de la recomposition de l'actionnariat familial, j'imagine, au début des années 2000, et qui se fait sur la base d'un emprunt qui est fait auprès d'une banque ou d'un pool de banques et qui se rembourse en fait par la rentabilité de l'entreprise qu'on rachète. Et on voit qu'il y a des LBO qui sont extrêmement sains et qui concernent des entreprises qui sont prospères, hein, puisque le premier s'est très bien passé de mémoire et le deuxième, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Puisqu'on parle de prospérité, chiffre d'affaires de Coterm en 2005, 22 millions d'euros, en 2012, 30 millions d'euros. Je ne vais pas dire que la crise ne passe pas par chez vous, parce que j'imagine que ce n'est pas facile, mais enfin, le business plan est assuré ? Oh, il y a toujours des surprises, bonnes ou mauvaises. Je dirais qu'on a une croissance maîtrisée. Alors bon, je ne vais pas faire de fausse modestie, si elle est maîtrisée, c'est peut-être qu'on n'a pas pu faire beaucoup plus, on aimerait avoir une croissance plus forte, mais en tout cas c'est vrai qu'on a une croissance qui nous a permis d'investir de manière régulière, d'avoir des ratios de gestion qui soient bien respectés. Et puis on est sur un marché, alors c'est un peu variable en fonction des pays, mais on est beaucoup sur un marché de remplacement, notamment en France, où effectivement, même s'il y a peu de construction neuve, il y a quand même un taux de remplacement important des chauffe-eau électriques qui assure une certaine stabilité de nos ventes. Alors on le disait, Coterm est installé à Vinay, mais l'aventure a commencé en fait à La Tronche avec votre grand-père. Petit bond dans le temps, Olivier Escalon. L'histoire de Coterm n'a pas débuté à Vinay, mais à La Tronche. Jean Sérigny nous accueille là où l'entreprise a fait ses premiers pas. Bonjour, je suis l'ancien PDG de la société Coterm, je m'appelle Jean Sérigny et j'ai le plaisir de vous présenter ici le berceau de l'entreprise Coterm que mon père a créé il y a 65 ans et je vous invite à me suivre. Jacques Snipeliski fonde l'entreprise en 1948. Son fils est alors âgé de 8 ans. Depuis, le destin de l'entreprise est intimement lié à celui de la famille. Mon père avait une position de cadre commercial et était très désireux de se mettre à son compte. C'était au lendemain de la guerre. Et il avait pour ami un ingénieur travaillant dans une grande entreprise de fabrication de chauffe-eau électrique à Grenoble, les Tories de Grenoble. Et c'est là que l'idée a germé de fabriquer des thermostats pour chauffe-eau électrique. Donc il n'y avait qu'un pas à franchir. Ceci étant, c'était des débuts extrêmement difficiles. Jacques Snipeliski n'a pas de formation technique dans le domaine. Il doit apprendre sur le tas. L'arrivée de techniciens à partir de la moitié des années 50 permet à l'entreprise de sortir la tête de l'eau. Les 30 années suivantes sont marquées par une période d'expansion, liée à la politique d'exportation dynamique menée par le groupe. Le site de La Tronche devient trop petit. Une partie de l'activité est installée à Vinay en 1963, processus qui se poursuivra en 83 et s'achèvera en 86 avec le déménagement complet. Mais le grand tournant dans l'histoire de Coterm a lieu au début des années 90. Au début des années 90, nous avons été confrontés à un tsunami, à un bouleversement profond, puisque les monnaies européennes, lire et P7 notamment, ont dévalué de manière brutale en une nuit. Et on s'est retrouvé avec des prix de vente qui baissaient de 20 à 30% car nos concurrents étaient principalement italiens et espagnols.
Face à cette réalité contre laquelle nous ne pouvions rien, il a fallu prendre un certain nombre de décisions, dont une qui a été de trouver un endroit pour produire nos thermostats avec des conditions économiques plus intéressantes. Après plusieurs études, nous avons décidé de nous installer en Tunisie en 1993. Situé dans la banlieue de Tunis, Coterm Tunisie passe d'une vingtaine de salariés à ses débuts à plus de 300 aujourd'hui. Une évolution clé pour le groupe. Coterm existe aujourd'hui encore grâce au site tunisien. Sans celui-ci, il est clair que nous ne pourrions pas vendre nos produits au prix que le marché attend. Et c'est grâce à ce site que nous avons pu nous développer, à la fois en France et en Tunisie, car ça nous a permis d'avoir des prix du marché que nos clients attendent et pouvoir rester compétitif dans un environnement international qui est ma foi toujours difficile. Alors 500 salariés, Jean-Pierre Serrini aujourd'hui, 300 en Tunisie. On a bien compris donc la nécessité de délocaliser la production en Tunisie. Vous le dites dans le reportage, c'est sans doute ce qui a sauvé l'implantation en France. Oui, clairement. La réalité, je l'ai dit, 93 d'évaluation de la lire et la pesette, ça peut sembler loin, mais c'est pas si loin que ça finalement. On voit l'avantage de l'euro aujourd'hui, peut-être s'il faut défendre l'euro à cette table, je pense que je suis un ardent défenseur de l'euro. On s'est retrouvé avec des concurrents qui vendaient en lire et en peseta, donc on s'est retrouvé effectivement en une nuit avec des prix de vente de moins 20, moins 30%. Voilà, des concurrents donc forcément qui vendaient beaucoup moins cher puisque leur monnaie avait été dévaluée et donc il a fallu vous jouer sur les coûts de production. Hein, c'est ça. Exactement, on n'avait pas d'autre choix que de jouer sur les coûts de production. Alors les choses se sont faites progressivement, ça n'a pas été un bouleversement non plus pour l'entreprise et ça on y tenait beaucoup avec mon père à l'époque, c'était de le faire d'une manière la plus la plus souple possible, sans contrainte et sans effet sur l'emploi. Et donc pour ça, c'était une politique de développement, une politique de prise de part de marché. Et donc la Tunisie nous a permis effectivement de prendre des parts de marché. Donc on a développé le chiffre d'affaires grâce au site tunisien. Et grâce au site tunisien, ça a créé des emplois en France dans des fonctions support, des fonctions de recherche et de développement. Et ça a permis aussi à nos fournisseurs de vendre plus, puisque la plupart de nos fournisseurs sont français, enfin sont européens, on va dire. Et donc on a participé au développement de l'économie européenne grâce à l'implantation en Tunisie. Stéphanie ? Oui, c'est extrêmement intéressant parce que vous démontrez une fois de plus que quand on parle des délocalisations, on risque de temps en temps de faire des contresens et qu'effectivement, en l'occurrence, ce n'est pas une délocalisation, ce que vous avez fait, c'est une relocalisation, mais qui vous a permis effectivement à l'entreprise de survivre, mais plus que de survivre, de se développer et au final de créer de l'emploi en France, ce que vous n'auriez pas fait puisqu'effectivement, vous auriez eu des problèmes de pérennité dans votre entreprise. Ce sera peut-être un sujet à traiter un jour, la délocalisation, Christophe. Je peux pas revenir. Quand vous voulez, on a déjà des témoins. Et puis, si je peux rajouter aussi quelque chose, cette implantation en Tunisie a été aussi bien comprise, je pense, par la plupart de nos salariés sur Vinay. Là, peut-être, ça peut sembler étonnant, mais nos salariés ont très vite compris que leur destin était très lié au destin des salariés tunisiens. Et je crois que s'il y avait des inquiétudes vis-à-vis de la Tunisie, c'était plus une inquiétude, dire est-ce que les Tunisiens, est-ce que l'équipe tunisienne, l'entreprise tunisienne sera à la hauteur de la demande de nos clients en termes de délai, en termes de qualité. Et là, je crois, c'est peut-être un message aussi que je peux profiter à faire passer, c'est dire qu'il n'y a pas de... ce qui est important, c'est de créer de l'activité, que ce soit en Tunisie, en France, etc. Puis après tout, les employés, les salariés, ils ont le droit aussi de travailler en Tunisie. Et les Tunisiens ne sont pas plus mauvais que nous. Et donc, créer de l'emploi en Tunisie, ça a des vertus aussi. Jean-Pierre Serrini, vous évoquiez la nécessité de développer par l'innovation l'entreprise, le développement des nouvelles solutions techniques, l'innovation, eh bien, évidemment, Coterm se doit de les accomplir. 6% du chiffre d'affaires est consacré à la recherche et au développement. On fait le point avec ce reportage. Le département recherche et développement de Coterm, c'est 15 personnes au profil mécanicien et électronicien, 6 laboratoires et une part de 6% sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Un investissement récent qui accompagne une accélération des cycles de production et d'innovation. Jusqu'à la fin des années 90, le cycle de vie des chauffe-eau était lent. Un produit pouvait rester plus de 10 ans sur le marché. Mais suite au protocole de Kyoto en 97, des directives européennes contraignent les fabricants à produire des chauffe-eau moins énergivores. Le marché doit évoluer. Dès l'instant où nous avons connu l'existence de ces directives, nous avons développé donc de nouvelles plateformes à base d'électronique, permettant notamment à nos clients d'intégrer très rapidement ces produits pour pouvoir fournir de nouvelles gammes de produits sur le marché au plus vite. Donc on est passé de gammes traditionnelles de produits électromécaniques de ce type, donc produit qui a été conçu
dans la fin des années 80-90, à des produits extrêmement plus sophistiqués avec de l'électronique et de la mécanique, donc c'est de la mécatronique, qui inclut non seulement de la régulation et de la sécurité, mais aussi tout un ensemble en fait, d'interfaces utilisateurs qui vont permettre d'utiliser le produit, ce qui est une nouveauté aussi pour nous. Un virage complet dans la manière d'appréhender le thermostat. Cotherm doit désormais s'adapter au client de son client, à savoir l'utilisateur du chauffe-eau. C'est l'arrivée du thermostat intelligent ou thermostat smart. Un thermostat électronique dit Smart est un thermostat qui est capable de mesurer, d'enregistrer sur une période donnée, par exemple de 30 jours, les habitudes de consommation d'eau chaude sanitaire d'une famille et de générer des économies d'énergie en adaptant le niveau de température dans la cuve. Pour information, aujourd'hui, nous enregistrons sur différents field tests des performances offrant 10 à 20% d'économie d'énergie sur un chauffe-eau dans différents foyers. Un champ d'évolution prometteur donc, et qui n'en est qu'à ses premiers balbutiements. Une façon de garder un coup d'avance sur le marché. L'avenir pour l'entreprise, pour moi, se résume en un mot, l'innovation. Il est clair qu'on pourra exister encore dans 5 ans ou dans 10 ans que si aujourd'hui on fait les bons choix dans le lancement de nos produits, qu'on imagine les produits pour les marchés de demain et qu'on est capable de les faire avec un niveau de qualité et de compétitivité qui soit celui que nos clients attendent. On doit répondre aux besoins des clients, mais encore plus anticiper ces besoins-là et anticiper les mutations du marché. Jean-Pierre Serini, c'est toute la difficulté de l'innovation. Il ne faut plus s'adapter aux contraintes, au Grenelle, au protocole de Kyoto. Il faut devancer les attentes. C'est de l'anticipation. Je crois clairement, c'est anticiper ce que sera le marché de demain. Alors c'est l'anticiper, non, c'est pas uniquement avec un papier et un crayon et en dire demain il va exister ça, c'est d'investir pour les produits de demain. Et c'est toute la difficulté, c'est que les investissements réalisés sont des investissements importants à la fois sur le plan matériel et sur le plan humain. C'est pour ça que je disais qu'il faut pas se tromper, ou en tout cas se tromper le moins possible, parce que ça engage les finances d'aujourd'hui pour un pari sur l'avenir. Innover en matière de thermostat, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire faire des thermostats qui nous permettront de faire encore plus d'économies d'énergie. Le défi, il est là. Clairement, aujourd'hui, sur les nouvelles gammes de thermostats, l'objet, c'est de faire en sorte de mieux consommer. Les chauffe-eau électriques sont des cylindres, des ballons dans lesquels il y a de l'eau froide et puis à un moment, il y a de l'eau chaude. Et c'est de faire en sorte de chauffer la bonne quantité d'eau chaude quand on en aura besoin, effectivement, pour éviter tout simplement les déperditions. Et il y a des cas aussi où c'est assez spectaculaire. Je prends un exemple rapidement, c'est que dans une maison, dans un appartement, il peut y avoir un moment dans la vie d'une famille 4, 5 ou 6 personnes, il peut y en avoir que 2. Le chauffe-eau de 250 ou 300 litres est toujours là, mais ça ne sert plus à rien de chauffer tous les jours 300 litres d'eau chaude quand il reste plus que 2 personnes. Donc on va chauffer plus que 50, 60 ou 80 litres et ainsi faire des économies. Beau défi. Stéphanie, sur cette entreprise? Innovation, exportation, deux éléments clés, on le sait, de la réussite des entreprises. Et puis, moi j'ai retenu la problématique des PME qui ont exactement les mêmes sujets à adresser que des grandes entreprises multinationales, sans les moyens, forcément, et sans le temps. Et ça aussi, c'est peut-être un sujet sur lequel il faut réfléchir. Ça fait peut-être partie des métiers d'avenir, d'aider les entreprises sur ces sujets-là. Jean-Pierre Serini, vous êtes la 3e génération chez Cotherm. Ça donne une responsabilité supplémentaire? Généralement, on dit que la 3e génération, c'est celle qui liquide tout. Donc, au moins, je pars avec un défi. Je ne vais pas vous dire ça. Non, mais je crois qu'effectivement, il faut à la fois garder à l'esprit d'où on vient. Le passé de l'entreprise est d'une richesse extraordinaire. Il faut avoir des fondamentaux, un peu comme au rugby, voilà, on va faire un petit clin d'œil, et il faut des fondamentaux solides. Et avec ces fondamentaux-là, avoir cet esprit permanent d'innovation, d'aller chercher du nouveau marché, de s'adapter à la réalité aussi, parce que le monde et l'environnement changent vite. Et donc c'est un peu de la remise en cause en permanence, mais sur une base solide. Merci Jean-Pierre Serini d'avoir été avec nous. Stéphanie P, merci beaucoup. Merci Christophe. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous sur notre site internet pour revoir cette émission et très vite sur Télé Grenoble pour un voyage en classe affaires dans le club de l'économie en Isère.